Désolé, frérot. Parfois, ces choses arrivent. Mon frère m'a envoyé ça après que j'ai découvert qu'il était le plan B de ma copine pendant toute notre relation. Quand ma mère a appris la nouvelle, elle m'a dit « Ne fais pas de scandale ». Alors, j'ai plutôt provoqué leur ruine financière. Beaucoup moins dramatique. Bon, chers internautes, accrochez-vous, car cette histoire est un véritable naufrage du début à la fin. J'ai 32 ans, et je suis ici, dans mon nouvel appartement, 3 mois après la bombe nucléaire qui a explosé dans ma famille, et je me suis dit qu'il était temps de vider mon sac. Certains d'entre vous penseront que je suis allé trop loin. La plupart d'entre vous diront probablement que je n'ai pas été assez loin. Quoi qu'il en soit, voici comment j'ai systématiquement détruit les finances de ma famille après avoir découvert que mon frère couchait avec ma copine pendant nos 3 ans de relation. Laissez-moi commencer par la dynamique familiale, car c'est un contexte important pour comprendre pourquoi j'ai agi ainsi. Mon frère cadet, Étienne, 28 ans, a toujours été l'enfant prodige. Pas de cette manière subtile où l'on se demande si l'on est paranoïaque. Je parle de ce genre de favoritisme si flagrant qu'un scénariste de sitcom dirait « Atténuez ça, c'est irréaliste ». En grandissant, j'étais le responsable. J'avais de bonnes notes sans qu'on me le demande. J'aidais à la maison. J'avais un petit boulot à 15 ans. Le truc habituel de l'aîné. Étienne, lui, c'était des règles complètement différentes. Il a échoué des cours au lycée. On disait, il n'est juste pas assez stimulé. On l'a attrapé en train de voler à l'étalage. Juste une phase, les garçons sont des garçons. Il a cabossé la voiture de papa. Les accidents arrivent, c'est à ça que sert l'assurance. Pendant ce temps, j'ai été privé de sortie pendant 2 semaines pour être rentré 1 heure après le couvre-feu parce que j'aidais un ami dont la voiture était en panne. Le pire, c'est que ça nous a suivis jusqu'à l'âge adulte. J'ai travaillé d'arrache-pied pour faire mes études, j'ai obtenu un diplôme en finance et j'ai décroché un bon poste d'analyste financier. Rien de glamour, mais je gagnais correctement ma vie et je gravissais les échelons. J'ai acheté mon propre logement à 26 ans, remboursé ma voiture, j'avais de vraies économies. Étienne a abandonné ses études après 1 an, a enchaîné les entreprises qui n'ont jamais abouti et a vécu dans le sous-sol de maman et papa jusqu'à ses 25 ans. Chaque entreprise ratée était juste une question de mauvais timing ou de gens qui ne comprenaient pas sa vision. Chaque emploi qu'il a quitté était parce que son patron ne supportait pas ses idées innovantes. Mais c'est là que ça devient pertinent pour l'histoire. Il y a 3 ans, papa m'a demandé de l'aider à restructurer les finances de son entreprise de construction. Il avait bâti une entreprise solide pendant 30 ans, mais il était de la vieille école en matière de gestion de l'argent. Tout était dans sa tête ou sur papier. Pas de vrai système en place. J'ai passé 6 mois à mettre en place une comptabilité appropriée, à créer des tableurs pour le suivi des projets et à établir des relations avec de meilleurs fournisseurs. Je lui ai probablement économisé 80 000 € la première année juste en rationalisant les opérations. Ses remerciements ? Une poignée de main, et c'est ce que fait la famille. 2 ans plus tard, papa décide de prendre une semi-retraite. Il fait venir Étienne comme son successeur. Malgré le fait que mon frère n'ait absolument aucune expérience dans la construction, la gestion de projet ou la direction d'une entreprise, je l'avais aidé à gérer les finances gratuitement pendant tout ce temps. Mais Étienne a eu le titre réel, le salaire, et papa a mis son nom sur la moitié de la propriété de l'entreprise. Quand j'ai fait remarquer que j'avais pratiquement fait le travail de DAF sans salaire pendant 3 ans, papa a dit « Tu as ta propre carrière. Étienne n'en a plus besoin que toi, n'est-ce pas ? Parce que c'est comme ça que devrait fonctionner la succession d'entreprise. La donner à la personne qui en a le plus besoin, pas à la personne qui est réellement qualifiée. Mais j'ai laissé couler parce que je suis un paillasson qui n'arrêtait pas de penser que la famille devait signifier quelque chose. Maintenant, parlons de ma copine. Enfin, mon ex-copine, Mélissa. Je l'ai rencontrée il y a 4 ans par des amis communs lors d'un barbecue. Elle était amusante, intelligente, travaillait comme hygiéniste dentaire, et ça a tout de suite collé entre nous. On a commencé à sortir ensemble assez sérieusement après quelques mois. Je l'ai présentée à ma famille vers le 3e mois, ce qui, avec le recul, est probablement le moment où tout a dégénéré. Étienne a immédiatement sorti son charme. C'est sa spécialité,
être le gars charismatique, drôle, l'âme de la fête, tandis que je suis le gars ennuyeux qui parle de feuilles de calcul et de comptes de retraite. Je me souviens qu'il m'a pris à part lors de ce premier dîner et m'a dit « Mec, elle est bien trop belle pour toi. Comment as-tu fait ?» J'ai ri. Stupide de ma part. Au cours des 3 années suivantes, Mélissa s'est vraiment impliquée dans ma famille. Elle allait à leur dîner du dimanche, aidait maman à cuisiner pour les fêtes, et a même fait quelques virées shopping avec ma tante. Je pensais que c'était génial. Ma copine s'entendait bien avec ma famille. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Elle et Étienne sont devenus particulièrement amicaux. Ils se suivaient sur les réseaux sociaux. Elle riait plus fort à ses blagues, et il trouvait toujours des raisons de discuter avec elle lors des réunions de famille. Mais je lui faisais confiance, alors je n'y ai jamais rien vu de mal. Mon meilleur ami, Marc, a essayé de me prévenir il y a environ 6 mois. Nous étions dans un bar à regarder un match et il a abordé le sujet de manière désinvolte. Et mec, je ne veux pas créer de problème, mais Mélissa n'agit-elle pas bizarrement ces derniers temps? Comme distante? J'y ai réfléchi. Elle était moins intéressée par le sexe, se disputait plus pour des choses stupides, et était constamment sur son téléphone. Mais j'avais été occupée par le travail, alors je me suis dit que nous étions juste dans une petite routine. Toutes les relations traversent des phases, ai-je dit à Marc. On va bien. Il n'a pas insisté, mais il m'a jeté ce regard. Celui qui dit, j'ai essayé de te le dire. La vérité est sortie il y a 3 mois de la manière la plus pathétique possible. J'étais chez mes parents, aidant papa avec de la paperasse. Étienne était censé être sur un chantier et Mélissa était censée travailler l'après-midi. J'étais dans le bureau à domicile quand j'ai entendu des bruits à l'étage. Je me suis dit que papa était peut-être là-haut, alors je suis allée voir. C'est là que je les ai entendus dans la chambre d'enfance d'Étienne, qu'il utilisait encore quand il restait dormir. La voix de Mélissa, très clairement pas seule. Puis le rire d'Étienne. Je suis restée là, dans ce couloir, pendant probablement 30 secondes. Mon cerveau refusait de traiter ce que j'entendais. Puis la colère a pris le dessus. Pas le genre explosif, mais le genre froid et calculateur qui vous fait penser clairement pour la première fois depuis des années. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer l'audio à travers la porte. J'ai obtenu environ 2 minutes de preuves très incriminantes. Puis je suis descendue, je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas défoncé la porte. J'ai juste recueilli des preuves et je suis partie. Cette nuit-là, j'ai fouillé l'ordinateur portable de Mélissa pendant qu'elle était sous la douche. Je sais, violation de la vie privée, mais tant pis. Mon instinct était bon. J'ai trouvé des messages remontant à près de 3 ans. Pratiquement toute notre relation. Les messages étaient dégoûtants. Pas seulement les trucs sexuels, mais la façon dont il parlait de moi. Il est tellement ennuyeux au lit. Fait-il jamais quelque chose de spontané? Ton frère est mignon, mais c'est un robot. Les réponses d'Étienne étaient pires. Il ne le découvrira pas. Il est trop occupé par le travail. Parfois, je me sens mal, mais elle me préfère clairement. Honnêtement, le mec n'a aucun jeu. La chronologie était accablante. Le premier message datait de 3 mois après le début de ma relation avec Mélissa. Ils avaient couché ensemble lors de réunions de famille, dans mon appartement quand j'étais au travail, même une fois dans ma voiture quand Mélissa l'avait emprunté. J'ai passé toute cette nuit à tout documenter. Capture d'écran, horodatage, l'enregistrement audio de tout à l'heure. J'ai constitué un dossier complet. Puis j'ai ouvert une bière et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, Mélissa a essayé de faire l'amour avec moi. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Elle a semblé soulagée. J'ai passé la semaine à agir complètement normalement. J'allais au travail, rentrais à la maison, dînais avec Mélissa, regardais la télévision. Pendant tout ce temps, je mettais mes pions en place. D'abord, j'ai contacté 3 avocats différents et pris des rendez-vous pour des consultations. Je voulais comprendre mes options légales, surtout en ce qui concerne l'entreprise de papa et les éventuels liens financiers. Deuxièmement,
j'ai sauvegardé tous les fichiers que j'avais créés pour l'entreprise de papa sur un disque dur personnel. 3 ans de dossiers financiers, de contrats avec les fournisseurs, de systèmes de gestion de projet, de contacts clients, tout ce qui faisait fonctionner cette entreprise en douceur. Puis j'ai reformaté les disques de sauvegarde de l'entreprise. Oups. Troisièmement, j'ai commencé à passer des appels téléphoniques. Vous vous souvenez comment j'avais établi des relations avec leurs fournisseurs? Il était temps d'utiliser ça. Je leur ai dit que je quittais l'entreprise et que je voulais les remercier pour leur collaboration. J'ai mentionné au passage que je travaillerais en indépendant comme consultant financier s'ils avaient un jour besoin d'aide. Plusieurs ont dit qu'ils me garderaient à l'esprit. Quatrièmement, et c'est important, j'ai contacté leur plus gros client, une société de promotion immobilière qui représentait environ 40% du chiffre d'affaires de mon père. Le propriétaire, Richard, et moi étions devenus amis au fil des ans. Je l'avais aidé à comprendre les offres, expliquer les ventilations de coûts, et même repérer quelques erreurs qui lui avaient fait économiser de l'argent. J'ai dit à Richard que je me retirais de l'entreprise familiale et que je voulais le prévenir qu'il devrait probablement examiner attentivement tous les futurs contrats, mentionnant que mon remplaçant n'avait pas beaucoup d'expérience dans la construction commerciale. Richard m'a remercié et a dit qu'il en tiendrait compte. Puis j'ai attendu le moment parfait. Il est arrivé le dimanche suivant, lors du dîner de famille. Tout le monde était là. Maman, papa, Étienne, ma tante et mon oncle, Mélissa. J'avais apporté mon ordinateur portable en disant à tout le monde que je voulais leur montrer des photos d'un événement professionnel. Nous avons fini de manger et maman débarrassait les assiettes quand je me suis levée et j'ai dit que j'avais quelque chose à partager. Alors, j'ai une nouvelle, ai-je commencé. Mélissa et moi nous séparons. Tout le monde s'est figé. Mélissa est devenue pâle. Étienne fixait son assiette. Maman a immédiatement commencé. Oh, chérie, que s'est-il passé? Vous sembliez si heureux tous les deux. Eh bien, c'est en fait la partie intéressante, ai-je dit en ouvrant mon ordinateur portable. Nous semblions heureux parce que je ne savais pas que Mélissa couchait avec mon frère depuis 3 ans. Le silence était assourdissant, puis le chaos. Maman haletante, papa exigeant de savoir de quoi je parlais. Ma tante regardant Étienne et Mélissa comme si elle ne pouvait pas le croire. J'ai affiché les captures d'écran, tourné l'ordinateur portable. Voilà 3 ans de messages. Voici l'audio de la semaine dernière quand je les ai surpris dans l'ancienne chambre d'Étienne. Et voici une chronologie compilée montrant qu'ils ont couché ensemble à pratiquement chaque réunion de famille depuis le 3e mois de ma relation. Mélissa a commencé à pleurer immédiatement. Pas les pleurs de « je suis désolée de t'avoir fait du mal », mais les pleurs de « je me suis fait prendre ». Grosse différence. Étienne, par contre. Étienne a essayé de jouer la carte du cool. Écoute, mec, commença-t-il. Je l'ai coupé. Ne me parle pas. Maman, comme prévu, est passée en mode gestion des dégâts. Calmons-nous tous et discutons en rationnellement. La colère ne résoudra rien. Je suis calme, ai-je dit. J'ai eu une semaine pour digérer ça. Ce que je ne ferai pas, c'est faire comme si ça n'était pas arrivé. Papa a finalement pris la parole. Fils, c'est évidemment très grave. Étienne, à quoi diable pensais-tu? Étienne a haussé les épaules. Il a vraiment haussé les épaules. Je ne sais pas, papa. Ces choses arrivent parfois. Ces choses arrivent parfois. C'est là que j'ai craqué. Pas en hurlant, mais quelque chose en moi est devenu complètement froid. Tu sais quoi, ai-je dit, tu as absolument raison. Les choses arrivent. À propos, je voulais te faire savoir que j'en ai fini avec l'entreprise, avec effet immédiat. Plus de conseils financiers gratuits. Plus de gestion des livres de compte. Plus de relations avec les fournisseurs. Amusez-vous bien à vous débrouiller. Le visage de papa est passé de la colère à l'inquiétude très rapidement. Attends. Ne prenons pas de décisions commerciales basées sur des problèmes personnels. Problèmes personnels? Papa, ton enfant prodige a couché avec ma copine dans ta maison pendant 3 ans. Ce ne sont pas des problèmes personnels. C'est un manque fondamental de respect que je ne tolère plus. Mélissa a alors commencé à parler,
des bêtises sur la façon dont ça venait juste d'arriver et comment elle n'avait jamais voulu me faire de mal et blablabla. Je l'ai coupé. Tu as fini de parler. Fous le camp de mon appartement d'ici demain soir ou tout ira à la poubelle. Puis je me suis tournée vers Étienne, et toi? J'espère qu'elle en valait la peine. Vraiment, parce que tu es sur le point de découvrir à quoi ressemble cette entreprise quand tu dois réellement la gérer toi-même. Maman a commencé sa routine de pacificatrice. Ne disons pas des choses que nous regretterons. La famille est éternelle. Et je sais que tout le monde est bouleversé en ce moment, mais... Maman, je vais t'arrêter là, ai-je dit. Tu as passé toute ma vie à trouver des excuses à Étienne. Chaque échec, chaque bêtise, chaque chose égoïste qu'il a faite, tu l'as encouragé à devenir le genre de personne qui ferait ça sans y réfléchir à deux fois. Alors non, je ne suis pas intéressée par le maintien de la paix. Je suis intéressée par le fait de ne plus jamais vous revoir. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai donné à personne la chance de répondre. Je suis juste partie. Je suis montée dans ma voiture, j'ai conduit chez Marc et je lui ai tout raconté. Sa réponse, enfin. J'attendais que tu te rebelles. Le lendemain était un lundi. Je suis allée au bureau de Papa tôt, avant que quiconque n'arrive, j'ai rangé mes affaires personnelles, supprimé mes identifiants de connexion de tous les systèmes de l'entreprise et laissé mes clés sur le bureau. Puis, j'ai envoyé un email à Papa et Étienne. Je démissionne officiellement de toute implication dans l'entreprise, rémunérée ou non. Tous les dossiers financiers, les fichiers de projet et les contrats avec les fournisseurs sont sauvegardés sur le système. Les identifiants de connexion sont avec votre informaticien. J'ai supprimé mon accès à tous les comptes. Bonne chance pour les futurs projets. Ne me contactez pas, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai transmis cet email à mon compte personnel et aux avocats que j'avais consultés. Preuve écrite, bébé. Mélissa s'est présentée à mon appartement ce soir-là, en pleurs et suppliant de parler. J'avais fait changer les serrures ce matin-là, donc elle ne pouvait pas entrer. Elle est restée devant ma porte pendant 20 minutes avant de finalement partir. Les SMS ont commencé après ça, de tout le monde. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons nous en sortir en famille. Papa, nous devons parler de l'entreprise. C'est plus important que les sentiments personnels. Étienne, frérot, allez. Tu vas vraiment jeter la famille par la fenêtre pour ça? Désolé, mec, mais parfois ces choses arrivent. Ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose? Ce message, ce putain de message d'Étienne a fait bouillir mon sang à nouveau. Parfois ces choses arrivent. Je l'ai transmis à maman avec un simple message, voilà qui tu as élevé. Félicitations. Sa réponse, il est jeune et a fait une erreur. Ne fais pas de scandale en étant rancunier. Nous sommes une famille. Ne fais pas de scandale. C'est ce qui m'a poussé à passer de « je m'en vais » à « je vais tout détruire ». Tu vois, j'allais juste couper les ponts et reprendre ma vie. Suivre une thérapie, guérir, trouver quelqu'un qui n'était pas une salope qui trompe. Mais ce message de maman, ça a cristallisé quelque chose pour moi. Il ne pensait pas que ce qui s'était passé était vraiment mal. Il pensait juste que j'exagérais. Alors, j'ai décidé de leur donner un vrai problème à gérer. Vous vous souvenez des relations avec les fournisseurs que j'avais bâties? Il était temps de les activer. J'ai d'abord contacté leurs fournisseurs de bois. Ces gars fournissaient environ 60% de leurs matériaux pour les projets résidentiels. J'avais une excellente relation avec le propriétaire, Thomas, qui avait toujours apprécié la rapidité avec laquelle je traitais les paiements et corrigeais les erreurs de facturation. Et Thomas, je voulais juste te prévenir, lui ai-je dit au téléphone. Je ne suis plus avec l'entreprise. Mon frère prend le relais de la partie financière et il a des idées différentes sur les conditions de paiement. Thomas est resté silencieux un instant. Différentes comment? Eh bien, tu sais comment nous faisions toujours du net 30 et payons réellement à temps. Oui, je ne peux pas garantir que cela continuera. Je voulais juste que tu saches, puisque nous avons eu une si bonne relation de travail. Thomas m'a remercié pour l'avertissement. En une semaine, ils ont fait passer le compte de papa du net 30 au paiement à la livraison.
plus de frais flottants entre les projets. J'ai passé des appels similaires à leurs autres principaux fournisseurs. Je n'ai pas directement dénigré l'entreprise. J'ai juste mentionné que je ne gérais plus les finances et que je ne pouvais pas garantir la fiabilité des paiements futurs. La plupart d'entre eux ont immédiatement resserré leurs conditions. Puis j'ai contacté Richard, le promoteur immobilier, je l'ai invité à déjeuner, et je lui ai raconté toute l'histoire de ce qui s'était passé. Il était compatissant et a mentionné qu'il avait pensé à mon avertissement. Ton frère a fait une offre pour notre projet Oak Street, a dit Richard. C'est environ 30% plus bas que ce que tu citerais normalement. Oui, c'est parce qu'il ne comprend pas que ses marges sont déjà serrées. Il pense probablement qu'il peut le compenser quelque part, mais il ne peut pas. Tu seras à mi-chemin du projet et soit la qualité chutera, soit il reviendra demander plus d'argent. Richard a hoché la tête lentement. Combien aurais-tu proposé pour ce projet? J'ai fait un rapide calcul mental, en tenant compte des coûts des matériaux, de la main-d'œuvre et des marges bénéficiaires réalistes. Je lui ai donné un chiffre qui était 25% plus élevé que l'offre d'Étienne, mais qui était réellement réalisable. C'est plus en accord avec ce à quoi je m'attendais, a dit Richard. Dis-moi, je vais refuser l'offre de ton père. Si tu veux un jour créer ta propre entreprise de conseil, fais-le-moi savoir. Je préférerais travailler avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ce déjeuner a semé une graine, mais j'y reviendrai. La semaine suivante, j'ai commencé à sentir la pression monter sur papa et Étienne. Papa m'a appelé directement pour la première fois, sautant les SMS. Nous devons parler de la situation des fournisseurs, a-t-il dit, essayant d'avoir l'air autoritaire, mais semblant surtout stressé. Ils changent tous nos conditions de paiement. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Aucune idée, papa. Je ne suis plus avec l'entreprise, tu te souviens? Ces relations ont mis des années à se construire. Oui, c'est vrai. Je les ai construites en étant fiables et professionnels. Peut-être qu'ils s'adaptent simplement à la nouvelle structure de gestion. Il est resté silencieux un long moment. Le projet Oak Street est tombé à l'eau aussi. Richard a dit que notre offre n'était pas réaliste. C'est regrettable. Tu lui as parlé, n'est-ce pas? J'ai déjeuné avec un ancien client. Oui. En tant que citoyen privé. Est-ce illégal? Il m'a raccroché au nez. Les SMS de maman se sont intensifiés. J'étais vindicatif. Cela affectait toute la famille. Pourquoi ne pouvais-je pas simplement laisser tomber? Ils avaient dit qu'ils étaient désolés. Sauf que non. Pas vraiment. Il n'y avait aucune excuse qui reconnaissait ce qu'ils avaient réellement mal fait. Juste, désolé que tu sois bouleversé et désolé que cela soit arrivé et passons à autre chose. Alors, j'ai continué. J'ai créé une SARL de conseil. Il m'a fallu environ 2 semaines pour tout enregistrer et mettre en place un site web basique. J'ai contacté mon réseau dans l'industrie de la construction, des entrepreneurs, des chefs de projet, des promoteurs avec lesquels j'avais travaillé au fil des ans, offrant des services de conseil financier, de préparation d'offres, de négociation avec les fournisseurs, de comptabilité, tout ce dont ils avaient besoin. En 1 mois, j'avais 4 clients. En 2 mois, je gagnais plus d'argent que mon travail de jour. J'ai donné ma démission de mon poste d'analyste financier et je suis passé à temps plein dans le conseil. Et voici la belle partie. 3 de ces clients étaient des entreprises qui sous-traitaient avec l'entreprise de papa. Ils ne l'ont pas fait pour lui nuire. Ils avaient juste besoin d'une expertise financière et j'étais disponible. Mais cela signifiait que les projets qui auraient été attribués à papa allaient maintenant à des concurrents qui avaient une meilleure gestion financière. L'entreprise de papa a commencé à perdre de l'argent. Pas de manière spectaculaire au début, juste une lente hémorragie. Des projets dont le budget était inférieur à ce qu'ils avaient proposé. Des coûts de matériaux dépassant les prévisions parce qu'Étienne n'avait pas tenu compte des frais de livraison et du gaspillage. La main-d'œuvre qui dépassait le temps prévu parce qu'Étienne avait tout planifié de manière optimiste sans temps tampon. Environ 3 mois après mon départ, papa m'a rappelé. Nous avons besoin d'aide, a-t-il dit. Pas de préambule, pas de bavardage. L'entreprise est en difficulté. Je suis désolé d'entendre ça. Ne me donne pas ces réponses d'entreprise.
Tu sais exactement ce qui se passe. Nous ne pouvons plus obtenir de conditions favorables de la part des fournisseurs. Nous perdons des offres face à des gens qui nous sous-cotent soudainement et la moitié de nos sous-traitants fiables sont partis. On dirait un marché difficile, ai-je dit. Avez-vous envisagé d'embaucher un consultant financier? J'entends dire qu'il y en a de bons disponibles. Bon sang. Arrête de jouer. C'est sérieux. Tu as raison. C'est sérieux. Ce qu'Étienne et Mélissa ont fait l'était aussi. Ta réponse l'était aussi quand je t'en ai parlé. Tu te souviens de ça? Ne fais pas de scandale. Eh bien, ce n'est pas du scandale. C'est des affaires. Si nous faisons faillite, ta mère et moi perdons tout. La maison, notre retraite, tout. Cela m'a fait marquer une pause. Non pas parce que je me sentais mal, mais parce que je voulais m'assurer de comprendre l'ampleur. Qu'est-ce que tu veux dire par tout? Il s'est avéré que, dans sa sagesse infinie, papa avait utilisé la maison comme garantie pour les prêts commerciaux. L'entreprise de construction avait grandi au fil des ans, mais la dette aussi. Quand les temps étaient bons et que je gérais les finances, le flux de trésorerie couvrait tout. Maintenant, pas tellement. Combien êtes-vous dans le rouge, ai-je demandé. Environ 300 000 €. Peut-être plus. Mon Dieu. Papa, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en 3 mois. Depuis combien de temps fonctionnez-vous à perte? Silence. Puis, peut-être 1 an. Étienne a dit qu'il avait la situation sous contrôle. Bien sûr qu'il l'avait. Laisse-moi deviner. Étienne s'est versé un salaire tout ce temps. C'est le associé gérant. Il mérite une compensation pour son travail. Et comment ça marche? Plus de silence. Voici mon offre, ai-je dit. Je consulterai pour votre entreprise. Mon tarif est de 200 € de l'heure, minimum 20 heures par semaine. Facturation bimensuelle, paiement dû à réception. J'auditerai vos finances, créerai un budget réaliste et renégocierai avec les fournisseurs si possible. Mais voici mes conditions. Premièrement, Étienne est retiré de toute prise de décision financière. Deuxièmement, toute décision commerciale majeure passe par moi en premier. Troisièmement, nous ne discutons jamais de questions familiales personnelles. C'est purement commercial. C'est excessif. Tu faisais ça gratuitement. Je faisais beaucoup de choses avant que ton fils ne couche avec ma copine dans ta maison pendant 3 ans pendant que vous le couvriez tous. Les prix ont augmenté. Prends-le ou laisse-le. Il l'a pris. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il était désespéré. Je me suis présenté le lundi suivant avec un contrat qui ferait la fierté d'un usurier. Au-delà de mon tarif horaire, j'avais des clauses concernant l'autorité de décision, l'accès à tous les dossiers financiers et la possibilité de résilier le contrat avec un préavis de 2 semaines s'il ne respectait pas mes recommandations. L'audit a été pire que prévu. Étienne n'avait pas seulement été mauvais dans son travail. Il avait été activement terrible. J'ai trouvé 45 000 € de factures impayées de projets terminés parce qu'Étienne avait oublié de les envoyer. 30 000 € de paiement en double aux fournisseurs parce qu'il n'avait pas vérifié si les factures avaient déjà été payées. 3 projets proposés à un prix si bas qu'ils avaient en fait perdu de l'argent. Une carte de crédit de l'entreprise qu'Étienne avait utilisée pour des dépenses personnelles, environ 800 € par mois en frais de restaurant, en essence pour son véhicule personnel et un week-end à Las Vegas. Des impôts sur les salaires qui n'avaient pas été correctement déclarés depuis 6 mois, ce qui signifiait qu'ils accumulaient des pénalités. J'ai tout documenté. J'ai envoyé un rapport complet à papa avec une simple note de couverture. Voilà ce que vous obtenez lorsque vous confiez une entreprise à quelqu'un en fonction du favoritisme plutôt que de la compétence. Puis j'ai présenté mes recommandations. Étienne devait être retiré de toute autorité financière immédiatement. Il devait mettre en place des systèmes de paiement automatiques pour toutes les factures récurrentes. Nous devions renégocier les conditions de paiement avec le fisc, ce qui leur coûterait environ 10 000 € de pénalité, mais c'était mieux que l'alternative. Il devait cesser de prendre de nouveaux projets tant que les existants n'étaient pas terminés et facturés. Papa devait prendre un salaire plus petit pendant 6 mois pendant qu'il reconstituait les réserves de trésorerie. La carte de crédit de l'entreprise qu'Étienne avait utilisée devait être annulée et il devait rembourser les frais personnels.
Papa a accepté tout sauf de retirer Étienne entièrement de l'entreprise. Il a dit qu'il était toujours son fils et qu'il méritait une place dans l'entreprise familiale. D'accord. J'ai structuré la chose de manière à ce qu'Étienne puisse conserver son titre et son salaire, réduit de 30% tout de même, mais il n'avait absolument aucun accès aux finances de l'entreprise, aux communications avec les clients ou aux offres. Il était en gros un chef de projet sans autorité. Étienne est devenu fou quand il l'a découvert. Il a commencé à m'appeler directement. Je l'avais débloqué uniquement à des fins professionnelles et il hurlait que j'essayais de détruire sa vie. « Tu es juste énervé à cause de Mélissa », a-t-il dit. « C'est une vengeance. » Non, c'est moi qui nettoie encore ton désordre. La différence, c'est que maintenant je suis payé pour ça. Tu as toujours été jaloux de moi. Avoue-le. J'ai ri à ça. Jaloux de quoi? Ta capacité à échouer à tout ce que tu touches? Ton talent à décevoir les gens? La façon dont tu as trahi ton propre frère parce que tu ne pouvais pas te tenir tranquille? Oui, je suis super jaloux. Il a raccroché, m'a bloqué à nouveau, peu importe. Au cours des semaines suivantes, j'ai systématiquement reconstruit ce que je pouvais, j'ai contacté les fournisseurs avec lesquels j'avais des relations et j'ai négocié de nouvelles conditions. Pas aussi bonnes qu'avant, mais meilleures que le paiement à la livraison. J'ai collecté les factures impayées, mis en place un système comptable approprié que même papa pouvait suivre. Mais voilà le truc, je n'ai fait exactement que ce pourquoi j'avais été engagé. Je ne suis pas allé au-delà. Je n'ai pas travaillé le soir et le week-end. Je n'ai pas apporté de nouveaux clients ou chassé de gros projets. J'ai fait mes 20 heures par semaine, je les ai facturées et je suis retourné à ma propre entreprise de conseil florissante. L'entreprise s'est stabilisée, mais n'a pas grandi. Il ne perdait plus d'argent, mais il ne faisait plus non plus le genre de profit qu'il faisait auparavant. Et c'était durable pour l'entreprise, mais pas pour les plans de retraite de papa. Environ 5 mois après cet arrangement, maman m'a appelé. C'était la première fois que nous parlions directement depuis ce dîner. Ton père est épuisé, a-t-elle dit. Il a 64 ans et travaille 60 heures par semaine pour maintenir cette entreprise à flot. Cela doit cesser. Je suis d'accord. Il devrait vendre l'entreprise et prendre sa retraite. Il a bâti cette entreprise à partir de rien. C'est son héritage. Alors il aurait dû y penser avant de la confier à quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. Qu'est-ce que tu veux de moi, maman? Je veux que tu reviennes, que tu gères l'entreprise correctement, que tu aides ton père à prendre sa retraite avec dignité. À quel prix? J'oublie qu'Étienne a passé 3 ans à coucher avec ma copine? Je fais semblant que c'est normal que vous le sachiez tous et que vous n'ayez rien dit. Que votre première réaction ait été de me dire de ne pas faire de scandale? Nous ne savions pas, a-t-elle insisté. Putain, Mélissa passait tous les dimanches chez vous. Étienne était là tous les dimanches. Vous pensez qu'ils étaient juste de très bons amis? Vous avez tous vu ce que vous vouliez voir parce que c'était plus facile que de faire face à la réalité. Ce n'est pas juste. Être juste? Tu veux parler de justice? Où était la justice quand j'ai passé 3 ans à aider papa gratuitement? Où était la justice quand Étienne a hérité d'une entreprise qu'il n'était pas qualifié pour gérer? Où était la justice quand tu m'as dit de laisser tomber après avoir découvert que j'avais été trompée pendant 3 ans? Elle n'avait pas de réponse à cela. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Je vais terminer mon contrat, il reste 4 mois. Pendant ce temps, je mettrai l'entreprise à un point où elle pourra être vendue. Papa pourra prendre sa retraite. Vous pourrez déménager dans un plus petit logement. Et Étienne pourra trouver sa propre voie professionnelle. Après cela, j'en aurai fini. Plus de dîners de famille, plus de fêtes, plus de simuler que nous sommes une grande famille heureuse. Tu es cruel. Non, je suis honnête. Pour la première fois de ma vie, je me fais passer en premier au lieu de me sacrifier pour une famille qui ne l'apprécie pas. Tu devrais essayer un jour. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Fidèle à ma parole, j'ai passé les 4 mois suivants à préparer l'entreprise à la vente. J'ai mis à jour tous les systèmes, documenté chaque processus, constitué un portefeuille de projets achevés et contacté mon réseau pour trouver des acheteurs potentiels. J'en ai trouvé un aussi.
Une entreprise de construction de taille moyenne cherchant à se développer dans notre région. Ils avaient été impressionnés par certains de nos travaux récents, les projets que j'avais réussi à redresser, et voyaient un potentiel. Ils ont offert 750 000 € pour l'entreprise, ce qui, après avoir remboursé les dettes de papa, lui laisserait, à lui et à maman, environ 400 000 €. Pas assez pour une retraite somptueuse, mais assez pour être à l'aise s'ils étaient intelligents. La vente a été conclue il y a 2 mois. J'ai assisté à la signature finale en tant que consultant, pas en tant que membre de la famille. J'ai serré la main des nouveaux propriétaires, remis toute ma documentation et je suis parti. Papa a essayé de me parler après. Je sais que les choses ne se sont pas passées comme tout le monde le voulait. Elles se sont passées exactement comme vous l'avez voulu, ai-je dit. Vous avez choisi Étienne plutôt que la compétence. Vous avez choisi la paix plutôt que de tenir quiconque responsable. Ce sont les conséquences. C'est toujours ton frère, biologiquement. Oui. Dans tous les autres aspects qui comptent. Non. Nous en avons fini ici. Je suis parti. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis. L'épilogue est en fait assez satisfaisant. Mon entreprise de conseil est florissante. Je gagne environ 3 fois ce que je gagnais à mon poste d'analyste et je travaille la moitié du temps. Il s'avère que quand vous êtes bon dans quelque chose et que les gens ne profitent pas de vous, vous pouvez vous construire une vie plutôt agréable. Je sors avec quelqu'un de nouveau. Elle est chef de projet dans l'une des entreprises de mes clients. Intelligente, indépendante, et quand je lui ai raconté toute l'histoire de ce qui s'était passé avec ma famille, sa réponse a été « Nom d'un chien, tu es bien plus gentil que je ne l'aurais été. » Nous prenons les choses lentement, mais c'est bien. Quant à ma famille, la dernière nouvelle que j'ai eue de Marc, qui reste en contact par l'intermédiaire d'amis communs. Les choses ne vont pas très bien. Papa et maman ont vendu leur maison et ont déménagé dans un appartement. L'argent de la retraite s'épuise plus vite que prévu parce qu'ils aident Étienne à payer son loyer. Oui, aider Étienne à payer son loyer. Il s'avère que quand on perd son emploi fictif confortable parce que l'entreprise est vendue et qu'on n'a pas de compétences réelles ou d'historique de travail, on a du mal à trouver un emploi. Qui l'eût cru? Mélissa a essayé de me contacter il y a quelques mois. Un long message expliquant qu'elle avait suivi une thérapie, réalisé ce qu'elle avait fait de mal et voulait s'excuser correctement. Je l'ai lu, je n'ai absolument rien ressenti et je l'ai supprimé sans répondre. Le message d'Étienne était encore meilleur. J'espère que tu es heureux maintenant. Tu as détruit l'entreprise de notre famille juste pour te venger. J'ai en fait répondu à celui-là. Je n'ai rien détruit. J'ai sauvé ce que je pouvais de ton incompétence, j'ai donné assez d'argent à papa pour qu'il puisse prendre sa retraite et je suis parti. Le fait que tu considères que je refuse de me sacrifier pour toi comme une vengeance en dit long sur qui tu es. Ne me contacte plus. Il ne l'a pas fait. Les gens me demandent sans cesse si je regrette la façon dont j'ai géré la situation. Si je me sens mal que ma famille ait des difficultés. La réponse honnête, non, pas du tout. Je regrette d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je regrette de ne pas avoir fixé de limites plus tôt. Je regrette d'avoir ignoré les signaux d'alarme parce que je pensais que la famille signifiait un soutien inconditionnel, mais détruire leurs finances. Refuser de me sacrifier pour résoudre des problèmes que je n'ai pas créés. Quitter des gens qui pensaient que ne pas faire de scandale était une réponse appropriée à une trahison. 0 regret. Le dernier message de maman, il y a environ 1 mois. La famille est censée se pardonner mutuellement. Ma réponse, la famille n'est pas censée se trahir en premier lieu. Tu devrais essayer ça avec ton prochain enfant. Puis j'ai bloqué son numéro. Alors oui, chers internautes. C'est mon histoire. Mon frère a couché avec ma copine. Ma famille m'a dit de ne pas faire de scandale, alors j'ai plutôt provoqué leur ruine financière. Certains d'entre vous diront que je suis un connard. C'est bien. Je suis un connard qui dort très bien la nuit et qui n'est plus le paillasson de personne. Si vous êtes dans une situation similaire, voici mon conseil. Arrêtez de vous immoler pour réchauffer les autres. Arrêtez de vous sacrifier pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour vous.
Et si quelqu'un vous dit de ne pas faire de scandale après vous avoir fait du mal, créer du scandale, assurez-vous simplement que c'est le genre de scandale qui est mesuré, délibéré, et qui les empêche de vous blâmer pour leurs propres échecs. Parce qu'au final, la meilleure vengeance n'est pas de se mettre en colère. C'est de se construire une meilleure vie pendant qu'ils se débrouillent pour fonctionner sans vous utiliser comme filet de sécurité. Il s'avère que la plupart d'entre eux n'y arrivent pas. Et honnêtement, c'est leur problème, plus le mien. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité de hype. Si vous êtes accro à cette histoire, appuyez sur ce bouton de hype. Cela dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.